Bonjour. Bonjour. Bien installé. Ça va Jean-Marc? Mais très bien. Allez, on parle d'industrie. L'industrie est à l'honneur aujourd'hui. On retrouvera Laure Closé d'ailleurs dans une vingtaine de minutes depuis l'Accor Arena pour Big, le grand rendez-vous des entrepreneurs de France pour notre journée spéciale. Il sera question de réindustrialisation et cette question justement qui vous oppose ce matin. Faut-il réindustrialiser la France? Oui pour Emmanuel, non pour Jean-Marc. Emmanuel, à vous l'honneur. Déjà, on a des bonnes nouvelles. Donc, Big, vous l'avez dit. Et puis hier, on a quand même eu deux annonces importantes. Celle du Conseil des prélèvements obligatoires qui dit il faut continuer à baisser les impôts de production pour rendre notre industrie plus compétitive. Et puis, des chiffres intéressants aussi, vous savez, sur ces fameuses friches industrielles. On nous disait, oui, c'est bien de vouloir réindustrialiser, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de terrain. Or, on a eu hier ce chiffre de 15 000 friches recensés aujourd'hui en France, 60 000 hectares de foncier, dont un quart consacré à l'industrie et sur des grandes surfaces. Donc la bonne nouvelle, ce serait que, évidemment, si on voulait réindustrialiser, on en aurait les moyens. Après, moi je vois plusieurs arguments en faveur de la réindustrialisation. C'est que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une question de souveraineté sur des secteurs essentiels pour lesquels on ne peut pas dépendre de l'étranger. Je veux dire, un avion de chasse, c'est pas une télé ou une machine à laver. Donc, on a besoin quand même d'un minimum d'industrie. Industrie s'entendant aussi au sens où il ne s'agit pas de reconstruire des grandes usines où on fabriquera tout, mais plutôt de se spécialiser sur les segments à plus forte valeur ajoutée. Donc, un argument de souveraineté. Un argument quand même d'emploi et de cohésion sociale, c'est que l'industrie, il faut le rappeler, c'est le secteur qui a le plus d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Quand on crée un emploi dans l'industrie, on en crée 3 dans le reste de l'économie. Il y a de la logistique, etc. Il y a des infrastructures. C'est souvent en plus dans des régions qui ne sont pas des grandes villes, puisque les 2/3 des usines sont situées non pas au cœur des villes, mais plutôt dans les campagnes entre guillemets ou dans les périphéries. Il y a cette quand même logique, et Jean-Marc ne peut pas rester insensible à ça, de transition écologique. Et est-ce qu'il faut continuer à acheter au bout du monde des biens industriels dont on a besoin chez nous? Et puis il y a l'innovation, parce que l'innovation et concomitante avec l'industrie. On a besoin d'usines, parce que si vous n'avez pas d'usines pour tester vos innovations, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui n'empêche que la part de l'industrie dans le PIB et surtout dans l'emploi va continuer à baisser. Moi, je ne serais pas surpris qu'un jour, la part de l'emploi industriel ne soit pas plus grande que la part de l'emploi agricole. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez dans ce que vient de nous dire Emmanuel? Pas grand-chose dans ce que vient de dire. Ce qui me frappe d'ailleurs dans ce débat, si vous voulez, c'est que vous vous souvenez, dans les années 80, Margaret Thatcher disait « Nous sommes en train de construire la société post-industrielle ». Idée qui a été reprise ensuite au moment du Brexit, où les Britanniques disaient « Nous, notre avenir, c'est Singapour sur la Tamise ». Singapour étant le symbole d'un endroit où, effectivement, on est dans les services. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire « Et finalement, si Serge Tchuruk avait raison quand il avait dit que nous allons construire la société fabless sans usine, avec simplement des centres de recherche. » Et donc, je vais prendre l'exemple de quelle est l'économie la plus dynamique au monde en ce moment. Je mets à part ces économies qui sont les économies émergentes, mais dans les économies des pays anciennement industrialisés, justement, c'est la Californie. Je rappelle quand même que depuis 20 ans, le PIB de la Californie a été multiplié par 2,5 en pouvoir d'achat, alors que celui de la France n'a été multiplié que par 1,4. Or, quelle est la grande caractéristique de la Californie? C'est la disparition progressive et très rapide de l'industrie. La part de l'industrie dans le PIB de la Californie est à peine à 10%. Les industries technologiques. Alors, il y a de la technologie, mais vous avez 20% des emplois en Californie qui sont référencés dans le secteur privé, qui sont référencés comme étant dans la recherche et le développement. C'est-à-dire, vous avez effectivement la construction d'une société fabless au sens de Serge Tchuruk. C'est-à-dire une société où il y a les centres de recherche, où il y a la matière grise. Et pourquoi c'est ça l'avenir? Pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que normalement, si on continue à faire l'effort éducatif que l'on annonce comme étant indispensable, il faut bien qu'on donne aux gens des débouchés dans ce à quoi ils ont été consacrés précédemment. Et la deuxième chose, c'est que selon une expression que je suis hélas obligé de mettre en avant régulièrement, nous allons avoir plus besoin d'EHPAD que d'usines. On va mettre qui dans ces usines? Des robots, certes, mais il y a quand même un moment où il faut concentrer l'effort sur la réalité de la société. Le dernier élément que je mettrai en avant sur la souveraineté, là aussi je suis toujours très surpris de cet argument, parce que les économistes, normalement, qui ont été biberonnés à Ricardo, tous devraient l'être, mais moi en priorité, rappelle qu'au moment où il y a eu le débat sur le libre-échange et la souveraineté au début du 19e siècle, un certain nombre de gens disaient
On peut effectivement faire du libre commerce, mais sur le blé, sur l'agriculture, c'est essentiel parce qu'il faut pouvoir nourrir l'Angleterre. Si on ne nourrit pas l'Angleterre, nous serons dépendants de la France et des États-Unis. Ils sont nos ennemis. Oui. Eh bien, ils ont libéralisé quand même parce qu'ils ont compris que finalement, à la fin des fins, on leur vendait quand même du blé. Non mais ça, Jean-Marc, c'est bien dans un monde apaisé, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est bien dans un monde, l'usine, le pays sans usine, etc., de Serge Churruc, tout ça, c'est bien dans un monde où finalement, il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de rapport de force géopolitique entre pays. La réalité, c'est que ça n'est plus le monde d'aujourd'hui. Et puis l'exemple de la Californie, il est intéressant, parce qu'à côté de la Californie, qui est effectivement un État faiblesse sans usine, vous avez d'autres États américains dans lesquels l'industrie fait jusqu'à 25% du PIB. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de division du travail entre États au sein d'une même zone politiquement homogène. Et ça, moi, je pense que ça doit inciter à réfléchir effectivement sur ce que devrait être une réindustrialisation à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire sur des zones où chacun peut se spécialiser dans ce pourquoi il est meilleur. On voit bien que peut-être que les Allemands sont meilleurs pour l'industrie que nous, mais au sein quand même d'une zone qui est homogène sur le plan politique. Deux remarques juste pour conclure. La Californie, c'est quand même la 3e économie du monde maintenant. C'est-à-dire, c'est une économie qui a fondé son développement justement sur sa spécialisation, qui est conforme à son tissu de jeunesse et surtout à son tissu universitaire. Et la deuxième remarque, je pense que l'Angleterre de 1820 pensait que la France et les États-Unis étaient autant des ennemis et autant sur le plan géopolitique dangereux qu'on peut le considérer aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel, le débat des éditorialistes tous les matins.